à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Au sommaire de votre quotidienne, aujourd'hui, Davina nous rejoindra pour l'agenda du pays comme d'habitude. Avec Jamie Waimo dans ses sports, nous parlerons tennis. L'occasion pour nous de revenir sur le portrait de Nicolas Ngodrella. Puis avec Marie-Hélène dans Job et Éducation, nous nous intéressons aujourd'hui au groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Nous l'avions découvert cette année à Dimbéa, nous le retrouverons du côté de Poindimier. Puis en fin d'émission avec le fin bon, c'est un dessert japonais que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Mais avant, place à l'invité du jour. Et j'accueille aujourd'hui Thomas Burelli, vous êtes doctorant en droit à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre spécialité? Quel est le sujet de votre recherche, de vos recherches? Alors moi donc je viens de l'Université d'Ottawa, je travaille sous la direction de la professeure Sophie Thériault et je suis rattaché à la chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones qui est dirigée par le professeur Ghislain Otis. Et donc mes spécialités sont le droit de l'environnement, le droit de la propriété intellectuelle et le droit des peuples autochtones. Mes recherches portent sur les relations entre les chercheurs scientifiques et les communautés autochtones. Et donc je travaille à la fois sur les instruments que développent ces acteurs pour organiser leurs relations et j'analyse d'une manière plus générale leurs rapports et j'identifie notamment et j'essaie de contester les cas de biopiraterie que je peux observer sur le terrain. D'accord. Et c'est donc dans ce cadre que vous êtes sur le territoire ? Alors je suis sur le territoire à la fois pour collecter des données dans le cadre de ma thèse, mais aussi pour faire de la sensibilisation auprès des chercheurs et des communautés, notamment sur les instruments qui pourraient leur permettre d'établir des relations plus respectueuses, mais aussi pour faire de l'information sur un certain nombre de cas de biopiraterie qu'il est possible d'observer. Alors qu'est-ce que c'est la biopiraterie ? Alors la biopiraterie, c'est l'appropriation des ressources issues de la biodiversité et des savoirs traditionnels associés en violation des droits des détenteurs. Et les détenteurs, ce sont par exemple la Nouvelle-Calédonie, l'État français, un laboratoire de recherche, une banque de gènes, des agriculteurs ou encore des communautés autochtones et locales. Et quand on parle de violation de leurs droits, on parle par exemple de l'absence de respect du consentement libre et éclairé des fournisseurs de ressources, donc par exemple des communautés. On parle d'absence de reconnaissance de l'apport de ces communautés dans le cadre d'une recherche, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître le nom et l'apport de ces communautés. Et le troisième élément, c'est par exemple l'absence de partage juste et équitable des avantages découlant du projet de recherche. D'accord. Donc ce sont par exemple des plantes endémiques, de quoi il s'agit? On parle de plantes endémiques, on parle de tout type de ressources de la flore qu'on peut trouver en Nouvelle-Calédonie. On parle également des savoirs traditionnels associés à ces plantes-là. Et donc là, on a un très très grand nombre de savoirs ici en Nouvelle-Calédonie qui sont détenus par les Kanaks. Donc voilà le genre de ressources dont on parle. D'accord. Dans le monde, vous avez des exemples concrets de biopiraterie? Alors il y a des exemples très très connus de biopiraterie. On pense au Nîmes, qui est une huile indienne, le cas du Houdia qui concernait une ressource d'Afrique du Sud. Mais on a aussi des cas en France qui sont beaucoup moins connus, mais dont certains sont très récents. Et par exemple un cas guyanais qui concerne la plante Cassia amara et qui a été exploité dans le cadre d'un projet de recherche grâce à des remèdes traditionnels. On a pu identifier cette plante-là et on a pu identifier une molécule à partir de cette plante grâce aux remèdes traditionnels qui ont guidé les chercheurs. Et cette molécule a fait l'objet d'un brevet auprès de l'INPI en France et de l'Office européen des brevets au niveau européen. D'accord. Et ça veut dire quoi déposer un brevet? C'est-à-dire que ces chercheurs, une fois qu'ils ont pu isoler cette molécule, ils déposent un brevet. À quoi ça leur sert de déposer ce brevet? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, un brevet, ça octroie à son détenteur un monopole d'exploitation du produit ou du processus dont il demande la protection. En l'occurrence, les chercheurs demandent la protection d'une molécule et de son usage. Donc ça veut dire que pour l'usage de cette molécule va être protégé et donc les chercheurs vont pouvoir interdire à toute autre personne d'utiliser cette molécule pour le même usage. D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà eu des cas de biopiraterie en Nouvelle-Calédonie? Oui, exactement. On peut en identifier un certain nombre. Le cas le plus connu et celui qui a fait le plus de bruit jusqu'à présent, c'est le cas du faux tabac, à partir duquel des chercheurs sont parvenus à identifier une molécule et cette molécule, encore une fois, a fait l'objet d'un dépôt de brevet. D'accord.
Et cette plante, le faux tabac, a été identifiée dans les années 92, notamment grâce à des études ethnobotaniques menées sur le territoire. D'accord. Et donc une fois que ce brevet a été déposé, donc notamment là pour le faux tabac, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils sont les détenteurs ils ont les droits, le monopole, on va dire, c'est ça? Ils ont le monopole de l'exploitation de la molécule qui a été extraite du faux tabac. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui souhaiterait par exemple développer et commercialiser une tisane à partir de feuilles de faux tabac pourrait se voir interdire par la personne propriétaire du brevet d'exploiter cette tisane-là. Parce que dans la tisane, on retrouverait la molécule qui a été identifiée et qui a été revendiquée par le propriétaire du brevet. D'accord. Alors, vous disiez également être venu pour sensibiliser donc, la population locale. De quelle manière ? Alors j'effectue des rencontres avec les chercheurs, mais aussi avec les coutumiers. J'étais ce matin au Sénat coutumier pour présenter mes recherches et présenter les manières les manières d'encadrer les pratiques en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai rencontré des chercheurs notamment de l'IRD, les chercheurs de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Je suis en contact avec les chercheurs de l'IAC également. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de rencontrer un maximum d'acteurs de la recherche pour les encourager à refonder leurs relations et à développer de nouveaux outils pour des relations plus respectueuses. D'accord. Quelles sont les lois internationales, même les lois françaises à ce sujet ? Alors, on a une convention qui date de 92, c'est la Convention sur la diversité biologique. C'est une convention qui est très très importante parce qu'elle reconnaît notamment cette notion de savoir traditionnel associé à la biodiversité et elle indique que les États doivent tout mettre en œuvre pour essayer de préserver et conserver ces savoirs-là et doit tout faire pour encourager un partage juste et équitable des avantages. D'accord. En 2010, cette convention elle a été complétée par un protocole, le protocole de Nagoya, et ce protocole il approfondit énormément la convention sur la diversité biologique. Donc là, le consentement libre et éclairé des communautés qui transmettent leur savoir est reconnu. Le partage des avantages est également réaffirmé, l'obligation de partage des avantages est également réaffirmée dans cette convention-là, et on reconnaît aussi l'importance des codes et des pratiques des communautés qui doivent être respectés dans le cadre de l'accès à leur savoir et à leurs ressources. Donc à l'heure actuelle, comment ça se passe ici en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il y a des lois qui protègent justement ces plantes endémiques? Alors malheureusement, le droit international est rédigé de telle sorte qu'il ne s'applique pas directement sur le territoire. Il est nécessaire d'adopter des mesures locales pour pouvoir protéger efficacement les savoirs et les ressources. La Nouvelle-Calédonie et notamment la province sud a développé un cadre en 2009, un cadre de protection des ressources génétiques et des ressources biologiques. Ce cadre-là était le premier cadre à l'époque dans l'outre-mer français et en France de manière générale. Au-delà de ça, vous n'avez pas d'autre cadre existant en Nouvelle-Calédonie. Vous avez un projet de loi de pays sur la protection des savoirs traditionnels qui a été développé en 2010 et dont une nouvelle version a été développée en 2014, si je ne me trompe pas, et qui est aujourd'hui en cours d'adoption. La première version n'a pas pu être adoptée pour une simple question de compétence de la Nouvelle-Calédonie, mais aujourd'hui, il n'existe plus aucun obstacle à l'adoption de cette réglementation. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de réglementation directement applicable pour ces questions-là. Mais on peut mettre en place des stratégies alternatives. Alors quel recours justement on a quand des chercheurs déposent un brevet par exemple? Alors, on peut s'opposer à ce dépôt de brevet? Comment exactement, il y a des mécanismes qui existent selon l'état du brevet. Donc lorsque le brevet n'est pas encore délivré, il est possible à toute personne, quel que soit son intérêt, de déposer des observations auprès de l'INPI ou de l'Office européen des brevets. Et donc c'est très facile, il suffit de remplir un formulaire sur Internet, tout cela est gratuit, c'est un petit peu technique certes, mais tout le monde peut envoyer les informations qu'il désire. Moi je l'ai fait moi-même pour un brevet. Oui. Et donc c'est accessible à tout le monde. Et même si les questions sont parfois compliquées, etc., c'est pas grave. Il suffit d'indiquer les informations qui vous paraissent pertinentes et qui seront nécessairement, en tout cas, lues par les examinateurs et peut-être qui seront peut-être prises en compte. Dans la balance. D'accord. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a un contact ici si on est intéressé? Est-ce qu'il y a un contact local, par exemple, à ce sujet?
Oui, alors moi je travaille en partenariat avec le CNDPA et en particulier DICSAIU. D'accord, donc le Conseil national pour les droits du peuple autochtone de Kanak-Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et donc il y a un numéro de téléphone? Oui. Alors c'est je l'ai moi le numéro, c'est le 84 76 73 pour le CNDPA. Et sinon on peut contacter directement le standard du Sénat coutumier, le 24 20 00. Eh bien merci beaucoup Monsieur Burelli d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.